Bienvenue dans Xenius. Bonjour à tous, bienvenue dans Xenius, l'ami du petit déjeuner. Je dirais même plus. Regardez Xenius au petit déjeuner, il n'y a pas mieux pour commencer la journée. On fait le plein de vitamines, de fibres et de connaissances. En tout cas, moi, le matin, tant que je n'ai pas mangé, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Impossible de parler ou de réfléchir. Mais avec un bol de céréales, un bon morceau de pain et du fromage, tout s'arrange. De quoi être en pleine forme et d'excellente humeur. Oui, un délicieux repas, ça fait plaisir et en France, on y est particulièrement sensible. Mais l'influence de l'intestin sur le mental ne serait pas qu'une impression. De nombreuses études scientifiques semblent montrer qu'il y a du vrai dans tout ça. Oui, le centre des émotions se situerait non seulement ici, mais aussi là, dans notre intestin pour être précis. Comment cet organe peut-il bien influer sur notre état psychique? C'est ce que nous allons découvrir dans l'émission d'aujourd'hui. Et maintenant que nous avons rechargé les batteries, commençons notre émission. Grâce à lui, nous nous levons d'un bon pied. Il a travaillé pour nous toute la nuit. À chaque ravitaillement, il met les bouchées doubles. Notre intestin œuvre en permanence pour notre bien-être. Mais il doit être à la hauteur de sa fonction. Déroulé et mis à plat, il mesure jusqu'à 8 mètres de long et s'étend sur une surface de 400 mètres carrés. L'équivalent de cette façade multiplié par 8. Et pourtant, il n'occupe guère plus de place dans l'abdomen qu'un simple ballon. Son truc, sa paroi est finement plissée en une multitude de villosités. Il s'agit de replis de la muqueuse et du tissu conjonctif qui sont eux-mêmes recouverts d'autres replis, les microvillosités. De minuscules prolongements cellulaires de seulement 1/1000 de millimètre de long qui augmentent considérablement la surface d'absorption des nutriments que nous ingérons. Et ils ont fort à faire. Au cours de notre vie, nous consommons en moyenne 3200 kg de viande. L'intestin doit donc digérer le poids de 2 bœufs plus 20 porcs. À cela s'ajoutent de nombreux autres aliments. Des légumes par exemple, 3300 kg. En tout, ce sont 30 tonnes de nourriture qui transitent dans l'intestin. Pour réussir ce tour de force, il renouvelle sa muqueuse tous les 2 jours. Et il a des horaires stricts, 72 heures. Aucun aliment ne reste plus longtemps dans le tube digestif. À la tête de cette machinerie, le deuxième cerveau, le cerveau intestinal. Après le cerveau crânien, c'est le plus grand réseau de neurones de l'organisme. Il est secondé par une multitude d'ouvrières. Plus de 160 espèces de bactéries peuplent l'intestin et contribuent à la dégradation des aliments. Avec malheureusement quelques désagréments à la clé, la production moyenne de 700 ml par jour de gaz malodorant. L'intestin tire le meilleur parti de notre alimentation. Tout ce qu'il ne parvient pas à assimiler est évacué. Nous voici à présent à l'université de Graz, en Autriche, où l'on étudie de près cet organe complexe qu'est l'intestin. À nos côtés, le professeur Holzer. Bonjour. Votre spécialité, la neurogastro-entérologie. C'est un mot compliqué, vous nous le traduisez? Oui, neurogastro-entérologie est un terme effectivement un peu barbare. Il est apparu dans les années 1990 seulement. C'est une discipline à cheval entre la gastro-entérologie et la neurophysiologie, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre le cerveau et les intestins.
L'intestin possède en effet tout un réseau de neurones connectés entre eux et avec le cerveau. Tout le monde sait qu'il y a des neurones dans le cerveau, mais la présence de cellules neuronales dans l'intestin est une découverte assez récente. Il comprend autant de neurones que la moelle épinière, si ce n'est davantage. Ce qui veut dire que l'intestin est un de nos organes les plus importants? Absolument. C'est un organe essentiel. Nous ne pourrions pas vivre sans intestin. Et son rôle ne se limite pas à la digestion. C'est sa fonction principale, indiscutablement. Mais l'intestin transmet également au cerveau un grand nombre d'informations. Et nous commençons peu à peu à comprendre comment le cerveau exploite ces informations. L'intestin a donc beaucoup à nous apprendre. Mais comment et à quel point agit-il sur nous exactement? L'intestin peut-il réellement agir sur un mécanisme aussi complexe que le comportement? Si oui, c'est qu'il communique forcément avec le cerveau. Intestin et cerveau sont bien sûr séparés, mais les anatomistes savent en effet depuis longtemps que les deux organes sont reliés par une liaison nerveuse, le nerf vague. Il descend du crâne en longeant l'œsophage et se termine dans l'abdomen où une partie de ses nombreuses ramifications entoure l'intestin. Depuis quelques années, le nerf vague est au centre de toutes les attentions. Les découvertes scientifiques se multiplient. Au moins 80% des fibres du nerf vague sont à sens unique, de l'abdomen vers le cerveau. L'intestin envoie donc plus d'informations au cerveau que l'inverse. En 1862, l'anatomiste Leopold Auerbach avait observé au microscope un vaste réseau de fibres nerveuses entre les parois musculaires. Depuis, les scientifiques ont découvert que l'intestin, comme le cerveau, contient des neurones, plus de 100 millions. Autre point intéressant, les neurones du cerveau intestinal utilisent les mêmes neurotransmetteurs que ceux du cerveau crânien, comme la sérotonine. L'appareil digestif produit 95% de la sérotonine présente dans l'organisme. Un taux élevé de sérotonine dans le cerveau met de bonne humeur et chasse les idées noires. Il est fort probable que la grande quantité de sérotonine produite dans l'abdomen diffuse aussi dans le cerveau. L'intestin, notre deuxième cerveau? Il n'y a pas que du côté du système nerveux. L'intestin abrite des milliards de bactéries. En plus de contribuer à la digestion, elle sécrète des substances qui pourraient aussi agir sur le cerveau via le sang. Des expériences avec des souris ont déjà livré de solides indices qui montrent le lien entre l'intestin et le cerveau. Bien nourries, elles deviennent plus hardies par exemple. Chacun de ces éléments ne constitue pas une preuve, mais devant ce faisceau d'indices, une conclusion s'impose, l'intestin influe sur le cerveau et donc sur le comportement. Moi aussi, j'aimerais bien me transformer par la magie de la nourriture. Professeur Holzer, la nourriture pourrait me changer en superwoman? Je crois que ce n'est pas pour demain, même si ce n'est pas totalement dénué de fondement, d'après les expériences sur les animaux tout du moins. Si on pouvait obtenir les mêmes résultats sur l'homme, ce qui n'a pas encore été fait, je répondrais oui à votre question. Que sait-on déjà sur les effets de la nourriture sur notre comportement? Lors d'études épidémiologiques de grande ampleur, des volontaires ont été soumis à des régimes alimentaires différents du point de vue de la qualité. Et nous avons constaté que la nourriture a bel et bien un effet sur le comportement humain. On a pu noter de grandes différences au niveau de leur humeur, selon qu'ils avaient une bonne alimentation ou qu'ils mangeaient ce qu'il faut bien appeler des cochonneries.
Sur quel type d'état psychique agit-elle? On peut se sentir plus ou moins anxieux. L'anxiété est un trouble très répandu dans la population. On peut être dans un état qui tend plus ou moins vers la dépression. Les expériences sur les souris, tout du moins, montrent clairement qu'on peut observer ce type de modification du comportement. Les variations de comportement, c'est précisément ce que cette installation doit mettre en évidence. Elle va servir de terrain de promenade à 2 souris. La première mange équilibrée, elle est pleine d'assurance et nous flaire avec curiosité. Au tour de la seconde, soumise à un régime malbouffe, elle a peur de nous et se cache immédiatement. Ce sont vraiment 2 souris totalement différentes. La deuxième a même fait sous elle. Comment les bactéries peuvent-elles déclencher la peur? C'est l'une des questions centrales de nos recherches. Comment les bactéries de la flore intestinale peuvent-elles communiquer avec le cerveau? Il y a plusieurs possibilités. Les bactéries intestinales sécrètent des substances qui passent dans le sang et peuvent atteindre le cerveau, par exemple. Elles peuvent aussi agir au niveau des liaisons nerveuses entre l'intestin et le cerveau. Elles peuvent influer sur les hormones intestinales qui passent également dans le cerveau, ou encore interagir avec le système immunitaire qui est très développé dans l'appareil digestif. Ce système immunitaire peut envoyer des signaux au cerveau. Tous ces éléments peuvent déclencher des modifications fonctionnelles dans le cerveau. Et pour le savoir, les expériences sur les animaux sont indispensables? On ne peut pas effectuer ces observations sur l'être humain? Non, ce genre d'expérience ne peut pas être mené sur l'homme. Mais il nous faut parvenir à comprendre quels sont les liens entre les différents éléments. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Les expériences sur les animaux sont indispensables pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci. La découverte des liens entre cerveau et intestin, et donc sur le comportement, la santé et la vie, est une découverte assez récente. Oui. Autrefois, les connaissances scientifiques étaient beaucoup plus minces, mais l'imagination très fertile. Et chaque culture a inventé ses propres remèdes contre les problèmes intestinaux. Depuis la nuit des temps, la digestion et ses conséquences sur la santé sont une énigme pour l'humanité. Les Égyptiens considèrent l'intestin comme un foyer de maladie. Sa purification est un rituel important à la cour des pharaons. Les médecins qui la pratiquent portent le titre de berger de l'anus. Si la digestion se fait mal, les Égyptiens pensent que des matières néfastes s'amassent dans les vaisseaux comme des bancs de sable. Ils administrent des clystères ou lavements. De l'eau, de la bile de bœuf et des huiles sont introduites dans l'intestin pour le nettoyer. Une méthode d'origine religieuse. L'ibis, oiseau sacré, est censé s'administrer lui-même des lavements avec son long bec recourbé. Comme les Égyptiens, les Grecs de l'Antiquité pratiquent beaucoup le lavement. En revanche, ils n'attribuent plus aux dieux le déclenchement des maladies ou leur guérison. Hippocrate élabore une doctrine rigoureusement rationnelle. Le corps est composé de 4 humeurs: le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Le dérèglement de leur équilibre cause des maladies intestinales qui peuvent notamment entraîner des déséquilibres psychiques. Purger l'intestin permet d'éliminer les humeurs en excès et par conséquent de soigner les troubles de l'âme. Le Moyen-Âge bannit la pensée rationnelle de l'Europe. À Rome, le pape met ses excréments dans un os humain et le jette dans le Tibre. Il espère, en le faisant régulièrement, se débarrasser ainsi de ses problèmes de transit. La Renaissance remet le rationalisme à l'honneur. Les connaissances anatomiques progressent.
Mais le fonctionnement et les troubles de l'estomac et de l'intestin restent encore très mystérieux pour les savants. Louis XIV, le roi Soleil, souffre après chaque repas de redoutables maux de ventre et de ballonnements. Ses médecins lui prescrivent un puissant laxatif, une décoction de poudre de serpent, d'encens et de crottin de cheval. Il se précipite aux toilettes jusqu'à 18 fois par jour. Lui aussi se voit administrer des clystères, des centaines au cours de son règne, et toujours en présence de la cour. C'est un accident qui permet la première véritable observation de la digestion. Près du lac Michigan, aux États-Unis, une balle tirée accidentellement traverse les côtes, un poumon et perfore l'estomac d'un homme. Une aubaine pour le médecin William Beaumont. Le blessé se rétablit en gardant un trou dans l'estomac. Le médecin y introduit de la nourriture et observe la digestion en direct. Il est le premier à montrer que le suc gastrique décompose les aliments. Au XXe siècle, on découvre la flore intestinale. Mais les médecins, y voyant d'abord les symptômes d'une maladie, essaient de l'éliminer avec des lavements et des opérations. Il faudra des années pour comprendre qu'elle est indispensable à la digestion. Autre découverte, l'intestin possède un système nerveux qui contrôle ce processus. Des chercheurs constatent aussi que l'intestin et le cerveau échangent des informations. Malgré ces avancées, la digestion garde sa part de mystère. Plus que jamais, les scientifiques s'interrogent sur l'influence de l'intestin sur notre psyché. Retour à l'université de Graz, mais dans un autre bâtiment. Nous voici dans les cuisines. Et pour poursuivre cette émission dans la bonne humeur, nous allons nous concocter un délicieux repas, avec votre aide. Il y a tout ce qu'il nous faut sur la table. L'intestin a besoin de bonnes choses. Sinon, il ne peut pas envoyer les signaux voulus au cerveau et l'humeur ne sera pas au beau fixe. Et ce dont l'intestin a besoin se trouve ici, dans les fruits et les légumes pour les fibres ou dans le pain. Tout ce qu'on aime est forcément bon pour nous? Non, malheureusement. Mais pour le moral, oui, bien entendu. En général, déguster notre plat préféré nous donne le sourire. Mais ça vient du cerveau. Tout à fait. Nous faisons appel à tout ce que nous avons enregistré à propos de ce plat ou de cet aliment. Et la plupart des choses que nous aimons sont sélectionnées dans l'enfance. Nous nous constituons des archives gustatives. D'où l'importance de servir aux enfants des aliments de qualité pour qu'ils puissent former leur palais avec de vrais repères. Plus on propose de bons aliments aux enfants, plus il y aura d'aliments sains dans ce qu'ils préfèrent. Le professeur Holzer nous a dit qu'il était possible que les bactéries intestinales jouent sur notre humeur. Si le raisin favorise la multiplication de la bactérie X, je vais donc être de bonne humeur si j'en mange? Pour le moment, personne ne le sait. C'est possible, mais on ne le sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'équilibre de la flore intestinale est très important. Bactéries et microbes jouent donc un rôle important dans l'intestin. Il faut subvenir à leurs besoins, les nourrir, en leur donnant des choses qu'ils aiment bien. Mais nous ne naissons pas avec ces bactéries en nous. L'intestin des nouveau-nés est une zone stérile. Lors d'un accouchement par voie naturelle, les muqueuses transmettent au bébé ces premières bactéries. Les lactobacilles sont les premiers à coloniser l'intestin. Quelles bactéries nous accompagnent tout au long de la vie? Quel rôle jouent-elles dans la santé? Au laboratoire européen de biologie moléculaire d'Heidelberg, Peer Bork travaille sur ces questions encore récentes. La recherche explose littéralement. Le départ a été donné en 2007 par une grande conférence à Paris. Les fonds ont commencé à arriver en 2008 et chaque semaine ou presque, des résultats arrivent des quatre coins du monde. Les bactéries viennent de partout, de l'air, des contacts corporels, avec l'allaitement par exemple, et se multiplient de façon fulgurante.
Les bébés nourris au sein et ceux qui prennent le biberon n'ont pas les mêmes flores. Mais dans les deux cas, les bactéries travaillent à leur santé. Le système digestif commence par se peupler principalement de bifidobactéries et de lactobacilles. Ils repoussent activement les germes et entravent leur développement en occupant le terrain. En 6 mois, les bébés doublent de poids. Tout tourne autour de la digestion et donc des bactéries intestinales. Elles doivent répondre au quart de tour sous peine de ballonnement et de problèmes digestifs. Le père et la mère donnent plus que leurs gènes aux bébés. Des chercheurs ont démontré qu'à 1 an, les enfants ont des bactéries intestinales qui proviennent des 2 parents. Autour de 3 à 4 ans, cette première phase de colonisation est achevée. La flore, propre à chacun, est déjà très variée. Les bases sont posées pour le reste de la vie. Par la suite, seules quelques autres souches vont s'implanter. Chaque individu possède au moins 160 espèces de bactéries intestinales sur 1 millier. Et il semble qu'il conserve les mêmes toute sa vie. Jusqu'à présent, cette diversité était un casse-tête pour les chercheurs. D'autant que peu d'espèces peuvent être cultivées en laboratoire. Grâce à des appareils robotisés, Per Bork et son équipe peuvent analyser aujourd'hui d'infimes fragments d'ADN. Ils ont déjà décodé plus de 4 millions de gènes de bactéries. Une chose impossible il y a seulement 5 ans. Ils se sont d'abord attaqués au génome des bactéries d'un échantillon de 40 personnes issues de 3 continents. Des Français, des Danois, des Italiens, des Espagnols, des Américains et des Japonais. Les résultats sont surprenants. Les bactéries ne se répartissent pas n'importe comment. Chaque individu en abrite une famille définie parmi 3 possibles. Des familles que les chercheurs appellent des entérotypes et comparent au groupe sanguin. Les bactéries se ressemblent, mais leurs propriétés sont très différentes, tout comme leur influence sur notre vie. L'entérotype 1 est dominé par les bactéroïdes. Ils décomposent rapidement le sucre pour le transmettre à l'organisme. L'entérotype 2, dominé par des Prevotella, synthétise de nombreuses vitamines. Et le type 3 comprend les Ruminococcus, des bactéries sphériques qui décomposent la cellulose, que l'homme ne sait pas digérer, en sucre assimilable. Au même groupe appartiennent aussi des bactéries produisant des gaz malodorants contenant du soufre et du méthane. Mais ce n'est pas tout. Les bactéries qui vivent dans nos intestins pourraient permettre de dépister certaines maladies. À l'heure actuelle, plus de 30 maladies sont associées à des bactéries intestinales. Des affections cardiovasculaires, des pathologies neurologiques ou encore le cancer. Le spectre est large et il s'élargit presque chaque semaine. L'étude de ces familles de bactéries dans l'intestin est complexe. Les relations entre les différents paramètres ne sont jamais simples. Mais les chercheurs espèrent pouvoir bientôt mettre les nouvelles connaissances au service du diagnostic ou du dépistage. Détecter les maladies qui nous menacent grâce aux gènes de nos bactéries intestinales, une formidable perspective. On avait l'intention de se préparer à un super déjeuner. Mais finalement, on a tout grignoté au fur et à mesure. On a quand même rendu service à notre intestin ou pas? Tout ce que nous avons mangé là est excellent pour l'intestin. Le grignotage est un phénomène de société. On mange tout le temps sur le pouce. Mais quand on le fait bien, ça va et on se sent bien. Quand ces petits repas sont bien composés, ils sont bons pour la santé. Et le plaisir des papilles quand on mange, ça joue aussi un rôle? Absolument, c'est très très important. Là, par exemple, vous avez un yaourt onctueux. Tout ce qui est onctueux déclenche un signal positif du système de récompense et procure une grande sensation de plaisir. C'est le cas pour le yaourt, les crèmes ou la glace aussi, bien sûr. Tout ce qui croque sous la dent procure aussi du plaisir. Les noix, le raisin, les pommes ou encore les carottes, par exemple. Ça envoie une décharge de dopamine dans le cerveau et on se sent bien. Les yaourts, c'est très bon, c'est vrai. Mais les probiotiques qu'on y ajoute parfois, ont-ils un intérêt pour l'intestin?
C'est un vaste sujet de recherche. On sait certaines choses, mais pas encore tout. Mais on ne va certainement pas tarder à avoir de nouveaux résultats sur les souches de bactéries qui se retrouvent dans l'intestin quand on en mange. Et le plateau de fromage en fin de repas, c'est une bonne idée? Oui, pourquoi pas? Il est prouvé scientifiquement que le fromage déclenche la production d'entérogastrone, par exemple. C'est une enzyme fabriquée par l'intestin et elle déclenche la fermeture du pylore. Elle ferme réellement l'estomac et nous n'avons plus faim. Merci beaucoup. Merci. Je vais reposer le fromage pour manger autre chose. Quoi? Une banane. Je trouve que ça me va bien. Pourquoi? Elle est grande et mince. Ce qui confirme un autre adage. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et tu connais l'expression française « avoir la banane » ? Ça veut dire que t'as la pêche, quoi. C'est fou ce que nous inspirent les fruits et les légumes. Allez, salut à tous! Tschüss. À la prochaine.